vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous en ce vendredi et à la fin d'une semaine des plus passionnantes sur RTL? C'est vrai, il s'est dit beaucoup de choses. Nous avons beaucoup ri, nous avons partagé aussi. Et c'est une joie de vous retrouver chaque jour entre 15h et 16h en direct sur RTL. Bon, là, quand ça nous arrive, c'est pas véritablement la joie, justement. Mais on peut remonter la pente, même si cela semble impossible sur le moment. Un authentique chagrin d'amour enferme en lui-même celui qui l'éprouve, a écrit Jean Dutour. Alors, le chagrin d'amour ne se définit que et vous savez quoi, aujourd'hui j'ai tout répété deux fois que par une blessure narcissique. Le temps est-il le seul remède? Comment réussir à aller de l'avant? Pour vous aider à guérir plus vite, nous avons invité aujourd'hui Frédéric Hédon. Frédéric était avec nous il y a quelque temps, elle est médecin sexologue. Bonjour Frédéric, bienvenue. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous. Vous avez écrit l'ouvrage Rebondir après un chagrin d'amour chez Larousse Poche. Et puis à vos côtés, Basile Bernard. Bonjour Basile. Bonjour Flavie. Vous êtes un ancien cœur brisé, vous témoignez non sans humour dans le livre « Je me suis fait larguer chez Erol ». Est-ce que vous êtes un cœur reconstruit, débrisé maintenant, reconstruire, rebrisé, reconstruire, rebrisé, parce que c'est ça le charme de la vie, non? C'est vrai, on vous a vraiment cassé à chaque fois? Vous êtes fait larguer plusieurs fois? Je vais mouiller le maillot, moi, pour pouvoir écrire un bouquin comme ça. Il a un peu fallu que je me fasse larguer avant, quand même. Oui, donc ça m'est arrivé plusieurs fois, si c'est le sens de votre question. D'accord. Est-ce que vous avez déjà largué aussi? Un peu plus récemment, oui, ça a fini par me donner le goût, je crois. Vous pensez qu'on prend le goût du largage? Non, là, c'est circonstanciel, on va dire. Ceci dit, vous saviez à quel point ça peut faire souffrir, puisque vous en avez fait un ouvrage. Oui, absolument. De toute façon, la rupture fait souffrir, qu'on en soit à l'origine ou pas. Oui. Est-ce que c'est un véritable traumatisme, un chagrin d'amour, Frédéric Hédon? Ah oui, c'est un traumatisme. C'est l'équivalent d'un séisme. Et en fait, c'est d'une certaine façon l'équivalent d'un deuil, avec une différence fondamentale, c'est que dans un deuil par accident, par maladie, l'autre nous quitte sans volonté de nous quitter. Donc, tandis que dans une rupture ou une séparation, ce que fait l'autre, c'est rompre la liaison, rompre la relation, mais choisir de la rompre. Voilà. Enfin, et il est comme toujours ça vivant. Que c'est vécu. Et il est toujours vivant. Donc ça veut dire qu'il est toujours là pour nous hanter. Non, ça veut dire surtout qu'il a choisi de ne pas continuer. Absolument. Alors que quand il y a un accident, la personne n'a pas choisi de ne pas rester avec nous. Alors vous, Frédéric, c'est vraiment différent. Vous parlez donc d'un séisme et Basile Bernard, vous parlez d'un ascenseur émotionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement? Oui, enfin, j'espère que l'image parle d'elle-même, mais en tout cas, ce que j'ai essayé de dire par là, c'est que comme on passe par beaucoup de phases après une rupture, on va avoir des phases d'euphorie quand on imagine que, en fait, finalement, tout va bien aller, et par des phases de souffrance et de déni quand, au contraire, on trouve que ça va pas du tout. Quelles sont ces phases, vraiment, Frédéric Hédon, par lesquelles on peut passer? Est-ce qu'il est une sorte de parcours type du chagrin d'amour? Alors, je crois que c'est toujours difficile de parler de parcours type c'est difficile à entendre pour les gens qui sont dedans. Tout à fait. Parce qu'ils ont l'impression que si on dit que c'est une espèce de réaction type, de cheminement typique, etc., ils ont l'impression qu'on ne tient pas compte de la personne qu'ils sont, de la singularité, et de la singularité de la relation qu'ils vivaient. Alors, il faut bien comprendre que effectivement, même la même personne avec une, puis une autre, puis un autre, etc. Chaque fois, c'est une histoire différente, et donc même s'il y avait chaque fois rupture, ça peut arriver apparemment, à certains. N'est-ce pas, Basile? Donc même s'il y a chaque fois une rupture, la rupture et l'histoire étant différentes, il y a quand même des particularités, des singularités qui peuvent aider, pardonnez-moi, ceux qui nous écoutent et qui sont en plein chagrin d'amour. Comme nous, on a pu faire aussi le parcours du deuil, en expliquant ce que vous ressentez là, c'est tout à fait normal. Voilà, il existe la même chose. Même si on reconnaît que chaque relation est bien individuelle, personnelle, etc., on peut dire qu'il y a un certain nombre de réponses types, réactions types. C'est-à-dire que après une rupture, après une séparation, etc., on passe par un certain nombre de phases, alors avec plus ou moins d'intensité, et puis l'ordre n'est pas exactement le même d'une personne à l'autre, mais on traverse ces phases, et ça, c'est notre mode réactionnel face à l'intensité de ce qui nous arrive. Voilà, et je pense que c'est assez rassurant de se dire, je sais pas quoi, ça m'obsède, j'y pense tout le temps, j'ai l'impression que personne me comprend, je me sens au ras des pâquerettes, j'ai l'impression d'être nulle ou des choses comme ça, et de se dire, c'est pas juste moi, c'est la façon normale d'un être de réagir quand on s'est fait larguer. Voilà. Basile ? Et
ascenseur, ça me plaît complètement. C'est vraiment un ascenseur on fait des hauts et des bas. On est perdu parce qu'on sait plus où on en est. Basile ? Et pour continuer avec l'image du deuil, finalement, c'est quelque chose qui peut être déculpabilisant de le comparer. C'est-à-dire que il y a des gens, quand ils perdent un être cher, à l'église, quand ils l'enterrent à l'église, il se passe rien. Au cimetière, il se passe rien. Et puis c'est quelques mois plus tard où on va prendre la mesure des choses. Et du coup, ça, d'arriver à le comparer et de se dire que finalement, il n'y a pas de calendrier type et que finalement, on va pas forcément mourir, ça doit être un lapsus. Et on a le sentiment souffrir à l'instant même, mais que ça peut venir plus tard. Voilà, mais ce qui est intéressant, ce lapsus est intéressant parce que il est aussi des chagrins d'amour dont on a le sentiment sur le moment, Frédéric Hédon, qu'on va en crever. Qu'on va en crever. Alors que dans la réalité, les gens qui meurent d'amour sont quand même assez peu nombreux. En tout cas, pas dans la fiction. Non, oui, dans la fiction, c'est fréquent. Dans la fiction, c'est un thème récurrent. Dans la réalité, c'est rarissime. Mais Frédéric Hédon... Par contre, je rebondis sur la notion à l'église, dans un deuil. Il y a quelque chose de particulier au fait de se retrouver seul dans une séparation. C'est justement qu'il n'y a aucun rituel social qui accompagne la séparation. Oui. Alors qu'il y a un rituel social dans le deuil. Il y a un vrai rituel et il y a même, ça ne se fait plus autant, mais autrefois on portait le deuil et ça avait un certain sens. Quand on s'est fait larguer ou quand on se retrouve tout seul, on n'a pas ça. Le largage. On n'a pas cet encadrement social, ce rituel. Est-ce qu'il y a des chagrins d'amour qui durent toute une vie, Frédéric Hédon, ou est-ce que on s'en remet toujours ? Oui, il y a des chagrins d'amour qui durent toute une vie, au sens que on peut ne jamais oublier, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas vivre pour autant. Est-ce qu'il y a des gens qui ne s'en remettent pas ? Alors, il y a des gens qui s'en remettent pas, et là, je pense, et je le dis sincèrement, et j'en suis tout à fait convaincue, pour ceux qui ne s'en remettent pas du tout à long terme, il faut se dire, là, il y a quelque chose en moi. C'est pas la faute de l'autre, c'est en moi, il y a un truc qui tourne pas rond. Si j'arrive pas à rebondir, si j'arrive pas à aller de l'avant, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je comprenne pourquoi. Et il faut que j'aille consulter. Voilà. C'est la raison pour laquelle, Laurence, il faut que vous soyez à notre écoute. Laurence nous a laissé un message sur Facebook. Après 24 années de mariage, 3 années de séparation, je suis dans un immense chagrin d'amour. Je n'y arrive pas aujourd'hui. Je survis. Et puis, quand on a proposé le thème de cette émission, Justine a composé le 3210. Justine, bonjour. Bonjour Flavie. Justine, vous avez 22 ans. Tout à fait. Et vous êtes en plein chagrin ? Oui, c'est ça. Ça fait longtemps ? Ça fait 6 mois. 6 mois, d'accord. Ouais. Vous savez ce qu'on va faire ? On va marquer une courte pause et puis vous allez pouvoir parler avec Basile Bernard qui, vous l'avez entendu, s'est fait larguer plusieurs fois dans sa vie, donc il a plein de choses à vous dire sur le sujet. Basile, pardon, je plaisante. Et Frédéric Hédon. On va parler du chagrin d'amour et puis on va peut-être aussi, grâce à nos invités, vous donner quelques clés pour aller de l'avant. D'accord ? On se retrouve dans un instant, Justine, sur RTL. À tout de suite. Vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Vos invités aujourd'hui en direct jusqu'à 16h pour parler du chagrin d'amour. N'hésitez pas à composer le 3210 ou rendez-vous sur les réseaux sociaux si vous voulez partager ces conversations avec nous. Rebondir après un chagrin d'amour, c'est l'ouvrage de Frédéric Hédon qui est notre invité. C'est chez Larousse Poche. Elle est médecin, sexologue, psychothérapeute du couple. Et puis à ses côtés, Basile Bernard. Je me suis fait larguer. C'est un ouvrage plein d'humour qui peut nous servir à nous les femmes, à vous les hommes, chez Erol. Il y a un langage quand même. On parle du chagrin d'amour. Et puis en même temps, on parle de se faire larguer. Est-ce que, alors je ne sais pas, c'est comme ça j'y pense en lisant vos ouvrages, est-ce que quelque part il y a des termes ou des façons de parler ou des expressions qu'on peut entendre, Frédéric Hédon, lorsque l'on vit un chagrin d'amour, genre une de perdue, 10 de retrouvée, je me suis fait larguer et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un vocabulaire qui minimise finalement les effets du chagrin d'amour ou la façon dont il est perçu? Oui, je pense. Ça me paraît très juste, même comme remarque. Je dois dire. Je sais pas. Très bien. J'ai l'impression de vous avoir surprise là. Non, mais parce que je réfléchissais, que je me disais oui, c'est vrai. Et alors même, je pense que le terme chagrin d'amour minimise carrément la profondeur de la réaction qu'on a. Oui. C'est-à-dire que quand on dit un chagrin d'amour, en fait, j'ai l'impression, moi, qu'en gros, ça veut dire on a un petit chagrin. Enfin, c'est un petit truc, un chagrin d'amour. Je sais pas comment dire. Voilà. Et on pourrait dire une grosse peine d'amour ou on trouve pas les mots appropriés. Alors que c'est le terme consacré. Parce oui, que si on en cherche un autre, quand on essaie de rédiger, on essaie de pas toujours répéter les mêmes mots.
Et on se rend compte qu'on peut difficilement le dire autrement. C'est vrai. On dit plus tout seul chagrin, ça se dit plus trop. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai un gros chagrin, c'est pour les petits. C'est pas pour les grands. Oui, je suis d'accord. Ça n'est pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Basile Bernard, avant qu'on parle avec Justine? À moins d'être sexologue 3e dan comme Frédéric. Au moins 3e. On va dire reconstruction narcissique, prostructure. C'est sûr que c'est pas le genre de terme qu'on va utiliser dans sa vie quotidienne. Et en plus, la manière de l'exprimer va soit minimiser, soit maximiser l'impression qu'on en a. Et puis en plus, on travestit déjà un petit peu la réalité d'une manière ou d'une autre en parlant. Qu'est-ce que vous en pensez, Justine? Je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a des termes qui reviennent souvent. Tu t'es fait larguer, des choses comme ça, ou tu l'as largué, mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Des choses comme ça. Comme si on voulait pas le prendre en charge. Vous avez 22 ans, vous, Justine. Oui. Donc bon, vous êtes en grosse peine d'amour, ou on va dire chagrin d'amour, mais vous êtes séparés de votre amoureux depuis maintenant 6 mois. C'est ça. Pendant combien de temps vous êtes-vous aimés? On est restés ensemble 3 ans. D'accord. Voilà, on bien. s'est rencontrés au lycée. Ouais, on s'est rencontrés au lycée, donc c'était la première fois que je tombais amoureuse de quelqu'un. Donc au début, on sait pas trop. Enfin, ça nous tombe un peu dessus comme ça. Et c'est vrai qu'après, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a connu une rupture, on a parfois du mal à se remettre dans une relation, à se réengager. Et c'est ce que j'ai l'impression. Ça fait 6 mois. J'ai rencontré d'autres garçons, mais j'ai jamais réussi vraiment à passer le cap de se remettre dans une relation et je prends le risque d'avoir un chagrin d'amour en fait. Ah bah oui, ça c'est sûr. On va revenir justement là-dessus avec nos invités. Mais auparavant, si vous le voulez bien, parce que vous nous avez appelé à ce sujet-là, on va revenir un tout petit peu sur ce que vous avez vécu avant. Comment est-ce que vous pourriez définir la relation que vous avez vécue pendant 3 ans? Je pense que c'était une belle relation, c'était la première, donc tout a toujours été parfait, tout était bien, on s'entendait bien, on avait une vraie complicité. Et c'est vrai que c'est de perdre cette complicité, de perdre quelqu'un qui était votre amant et en même temps un peu votre meilleur ami avec qui on se confiait. Et c'est vrai que quand ça se termine, on perd la personne en fait, et du coup la personne n'est plus là. Donc c'est la personne qu'on avait l'habitude d'appeler quand ça allait pas, la personne qui était là pour vous, et du jour au lendemain, elle est plus là et tu n'as plus le droit de l'appeler, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé, Justine? C'est moi qui suis partie, mais je suis pas partie parce que je l'aimais plus, parce que tout simplement parce que ça n'allait plus en fait. C'était une relation qui tournait en rond un peu à la fin, et même s'il y avait encore de l'amour, il y a un moment il fallait savoir dire stop, il fallait savoir dire on est jeunes, ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble, si on commence déjà, il y a un moment il faut savoir partir, même si on s'aime encore. Ah bon? Ah bah moi je suis jamais partie quand j'aimais encore. Alors non mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est ça Frédéric Hédon. Et alors Frédéric et moi on va pas vous mentir, on est peut-être un petit peu plus âgés que vous, Justine. Donc on n'est pas Frédéric, je vous assure vous allez pouvoir parler dans un instant, mais c'est intéressant parce que Justine elle est très jeune, elle a 22 ans, donc quelque part il y a cette idée de l'engagement qui fait que on se dit oh là là il faut que peut-être que je vive d'autres trucs, que je, vous voyez ce que je veux dire, Justine ou pas? Oui, c'était exactement ça en fait. Oh mais c'était exactement ça. Et alors est-ce que vous pensez pas, pardon, et après vraiment je vais vous laisser Frédéric Hédon, mais est-ce que vous ne pensez pas, Justine, que quelque part votre chagrin d'amour aujourd'hui il est lié au fait que finalement vous avez d'abord quitté quelqu'un que vous aimiez toujours? Si, bien sûr, c'est vrai, parce que je me dis c'est une relation qui marchait, Justine, on va donnez-moi son 06, on va l'appeler tout de suite. Non mais, alors plusieurs choses. Bon, vous avez du chagrin, il vous manque l'idée du point de repère, en même temps, le premier chagrin, Frédéric Hédon. On va pas revenir sur toute l'histoire de Justine, elle a fait un choix, elle est dans le chagrin aujourd'hui, après peut-être que vous rappellerez votre amoureux et puis vous vous retrouverez. Mais vous le vivez en tout cas, là, vous la vivez cette peine. Le premier chagrin, il a une saveur peut-être particulière comme toutes les premières fois, Frédéric Hédon, non? Oui. Alors en particulier, le premier chagrin, il renvoie à quelque chose de profond dans les humains, qui est une sorte d'idéal d'amour et de relation où, au fond de nous, bien là au fond, comme ça, on aimerait pouvoir être sûr que ça va durer toujours et que donc c'est l'histoire avec un grand H de notre vie et que il peut pas y avoir de remise en question. Et donc ça, je pense que c'est ce qui se passe avec la première histoire, quel que soit l'âge à laquelle elle survient, parce qu'il y a des gens, ça commence à 15 ans, d'autres à 25, d'autres à 40. Mais donc la première fois où on tombe vraiment amoureux, on a en nous cet idéal qui se réveille, que c'est
que c'est la vraie histoire de notre vie, etc. Et que donc c'est pour toujours. Voilà, et donc et ça renvoie à des choses qui sont un idéal de vie, un idéal un rêve de vie et patatras, et où on veut pas reconnaître qu'en fait, d'abord l'autre nous appartient à aucun moment, donc il est pas à nous, donc l'autre il évolue aussi et donc il peut changer d'avis. Ça veut pas dire qu'il est pas bien, ça veut dire simplement qu'il évolue différemment. Et puis il y a quand même cette idée que c'est un premier chagrin d'amour, mais c'est elle qui est partie, donc ça veut dire, Basile Bernard, qu'on peut souffrir, on peut vivre un chagrin d'amour même quand on part. Ouais, exactement. Il y a une sorte de mythologie qui consiste à dire que finalement on a le droit de souffrir que quand on subit la rupture. Déjà dire que c'est pas le cas et qu'on peut provoquer une rupture dont on souffre, c'est une première chose parce que ça permet de déculpabiliser, décomplexer un petit peu. Une fois que on a accepté ça, finalement, ça peut peut-être aller un peu mieux. Il y a une autre chose que j'entends, moi, c'est le côté principe de réalité, c'est-à-dire, vous allez pas voir le lien direct peut-être, mais quand j'étais jeune, je partageais ma chambre avec mon frère. Parce qu'il est très vieux aussi, hein. Ouais, oui. Je suis très très vieux. Et quand j'étais jeune, donc on faisait chambre commune avec mon frère. Et puis chez moi, il y a une espèce de courant d'air qui fait battre la porte des toilettes. Et donc vous voyez pas du tout où je veux en venir. Attendez. C'est sûr, on y arrive. Et donc la guerre qu'on avait tous les soirs, c'était de savoir qui allait se lever pour aller fermer la porte des toilettes. Et dans une rupture, assez souvent, on se trompe un petit peu de combat, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre pourquoi, on essaye de comprendre qui est-ce qui va régler le problème, etc. Alors que la réalité, c'est comment est-ce qu'on va faire pour se lever une bonne fois pour toutes, aller fermer la porte des toilettes et continuer sa vie. Le problème, c'est qu'on peut continuer et passer une nuit avec la porte des toilettes qui bat. Et du coup, là, moi, ce que j'entends, on dort mal. Et là, c'est ce qu'a l'air de dire Justine. Elle dit qu'elle a eu d'autres relations, etc., mais qu'elle a ces trucs-là qui lui traînent au basque. Et du coup, cette espèce de situation dans laquelle vous vous trouvez, Justine, c'est sûrement une situation où, pour filer la métaphore de la porte des toilettes, où vous êtes en train d'essayer de savoir pourquoi la porte bat, qui est-ce qui va se lever pour aller la fermer à votre place, etc., etc., alors que finalement, à un moment, faut y aller. Oui, en fait, vous prenez peut-être un petit peu la tête, Justine. Oui, mais en général, en amour, on se prend souvent la tête, comme vous dites. Mais surtout, on se demande souvent, mais est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est moi qui ai mal fait quelque chose? Pourquoi? Et c'est vrai que c'est des questions qui reviennent sans cesse au final. Mais est-ce que c'est moi en fait? Est-ce que c'est moi la source du problème? Mais est-ce qu'il faut pas accepter aussi, Frédéric Hédon et Basile Bernard, il faut pas accepter d'abord ses propres responsabilités, on en parlera dans un instant, mais accepter de pas avoir toutes les réponses aussi? Ah oui, on peut pas avoir toutes les réponses à tout, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça c'est Frédéric là, Hédon qui vous dit, Justine. Là en l'occurrence, la question que je me poserais moi à votre place, c'est de me dire pourquoi j'ai voulu que ça s'arrête alors que ça allait bien. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de peur de l'engagement, quelque chose de cet ordre-là? En tout cas, Justine, on a essayé de déblayer un petit peu le terrain, mais vous l'avez compris, voilà, il y a quand même aussi, il y a des étapes. Vous allez nous entendre dans un instant. On va continuer à en parler avec nos invités. Posez-vous peut-être les bonnes questions, même si c'est pas évident. Et puis on parlera du temps, parce que le temps aussi, il a un effet quand même, Frédéric Hédon. Le temps qui passe. Justine, elle a 22 ans. Non, mais c'est vrai. Non, mais heureusement pour nous. Bah oui, heureusement pour nous. On a tout le temps. Heureusement, notre système personnel est toujours en train d'évoluer. Et donc, le temps nous aide à avancer, et heureusement. Et puis, restez à notre écoute, Justine, parce qu'on verra si effectivement on guérit aussi en ayant des relations avec d'autres, et si ce sont les autres qui nous font guérir d'une relation, ou si ça vient de nous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, Justine. Merci beaucoup, Flavie. On vous embrasse. Bon courage. Moi aussi. Bon courage beaucoup. Et à bientôt. Donnez-nous de vos nouvelles. D'accord. Au revoir. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Allez, Justine, restez à notre écoute. On va vous apporter sûrement des clés encore jusqu'à 16h en direct sur RTL. Nous parlons de la reconstruction de tout, de notre âme, de notre vie, après ce que l'on appelle un chagrin d'amour. Vous vouliez rebondir aussi sur l'histoire de Justine qui vous amène, Basile Bernard, certaines idées. Et oui, cette page de pub salvatrice m'a fait penser à quelque chose. C'est que c'est de me demander dans quelle mesure Justine pouvait pas avoir provoqué la rupture
pour essayer de pousser son compagnon dans ses retranchements et puis pour essayer d'éprouver son amour. Et à ce moment-là, aujourd'hui, elle se retrouve gros Jean comme devant parce que dans une situation qu'elle n'a pas réellement souhaitée. Donc ça peut être quelque chose qui arrive. Ça c'est un scénario qui existe effectivement de rupture. En fait, il y a plein de scénarios différents dans les ruptures. Il y a les ruptures motivées, il y a les ruptures stratégiques, il y a les ruptures contraintes. C'est vrai. Il y a autant de ruptures que d'histoires, non ? Frédéric? Oui, il peut y avoir des ruptures décidées alors qu'il y a encore des sentiments et des sentiments amoureux, parce qu'on estime que l'autre ne prend pas les décisions de vie qu'on souhaiterait ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai. Basile? Oui, vous qui avez été largué plusieurs fois. Les scénarios, là, je parle pas de mon cas personnel, mais les scénarios sont super nombreux. Il y a des différences inconciliables qui font que, on s'aime, mais sans aller jusqu'à il me tape dessus ou il me trompe abondamment. Il y a des différences qui font que parfois c'est pas possible de rester ensemble. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Et à l'heure actuelle, on confond histoire d'amour, sentiment vers l'autre, désir vers l'autre, etc. avec, forcément, ça peut déboucher sur une histoire à deux. Or, en fait, on peut avoir beaucoup de désir pour quelqu'un et ça peut même être très très bien au lit et on peut pas vivre ensemble. Et on peut avoir des sentiments très forts pour quelqu'un et on peut pas non plus avoir une histoire qui dure. Mais qu'est-ce que vous nous dites là ? Il faut cumuler des... Non, j'ai dit que notre vision actuelle de l'amour, elle est avec il faut qu'il y ait tout et son contraire et encore tout et tout ça. Et donc on a forcément des déceptions. Est-ce qu'on manquerait d'humilité justement dans notre façon d'aborder les histoires d'amour ? Je sais pas si c'est de l'humilité, je pense qu'on en veut trop quoi, on attend trop. Je crois que l'attente est trop importante, elle est trop totale et du coup on est très facilement déçu, etc. Et la vie à deux, c'est quelque chose de particulier. Et peut-être qu'on se bat moins aussi. Et en plus, il y a une espèce d'archétype du couple qui est socialement très très pesant, dans le sens où on doit présenter un couple en société qui est très très codé, alors que finalement ce qu'on fait chez soi, que ce soit la répartition des tâches ménagères ou les pratiques sexuelles, c'est quelque chose qui est libre à chacun de faire ce qu'il veut et tout le monde l'accepte assez bien, mais à condition de présenter en société un couple qui est en gros l'équivalent du voisin et puis qui c'est qui a la plus grande pelouse, qui est-ce qui a acheté je sais pas quelle bagnole, donc c'est la pelouse. D'accord. Alors moi je voudrais savoir pourquoi on n'est pas égaux face au chagrin d'amour, Frédéric Hédon et Basile Bernard, parce que il en est qui se remettent d'un chagrin en l'espace d'un mois, d'autres qui mettent des années à s'en remettre. Est-ce que finalement la manière dont on vit un chagrin d'amour nous renvoie à notre construction affective, à notre enfance ? Ça nous renvoie à notre enfance, ça nous renvoie à la construction de notre moi, c'est-à-dire de notre personne. Ça nous renvoie aussi à nos différences d'une personne à l'autre, c'est-à-dire que, il y a des gens qui sont d'un naturel plus énergique, d'autres d'un naturel plus sensible, etc. Donc on a des variantes personnelles. Et puis la façon dont on s'est construit affectivement, ne serait-ce que dans le rapport à nos parents, notre famille. Beaucoup. Et là, quand même, chez les personnes qui n'arrivent pas du tout à récupérer d'un chagrin d'amour et d'une rupture, en général, le nœud central, c'est-à-dire le truc qui est le maillon faible, je vais dire comme ça, comme dans l'émission, le maillon faible, c'est que le moi, c'est-à-dire l'image de soi, la personne qu'on est à ses propres yeux, est trop faible. On n'a pas un assez bon amour-propre, ça s'appelle. Et donc, quand on s'est fait larguer, et l'expression là est intéressante, se faire larguer, c'est vraiment, je te jette, quoi. C'est ça que ça veut dire. Se faire jeter, si on a un moi qui est fort, on va mieux récupérer. Si on a un moi qui est faible, on se prend une grande baffe en pleine figure, et à ce moment-là, ça déstabilise cette idée qu'on a de nous-mêmes, et c'est cette idée qu'on a de nous-mêmes qui nous permet d'aller vers l'autre et d'avoir confiance dans la vie. Et ça, c'est quand même le truc central. Et celles ou ceux qui souffrent le plus ne sont-elles pas les personnes qui n'ont rien vu venir ? Oui, c'est vrai aussi. Mais il y a des gens qui souffrent beaucoup. Il y a des gens qui souffrent beaucoup et qui pourtant avaient bien vu que le couple battait de l'aile, mais ils auraient bien mieux supporté, là je rentre pas dans le même truc, mais ils auraient bien mieux supporté de prendre la décision et de partir eux que d'être largués. Oui. Donc là, on revient sur l'amour-propre, sur le narcissisme.
être quitté, c'est plus dur à vivre que quitter. Bien qu'on puisse être malheureux quand on quitte quelqu'un, puisque on abandonne cet idéal d'amour qu'on avait et de relation avec l'autre. Donc on souffre aussi quand on quitte. Toute relation qui s'arrête fait souffrir les deux. Mais le côté se faire larguer, c'est quelque chose qui est plus violent sur le plan narcissique. Ça, c'est une vérité quand même. Basile Bernard, c'est vraiment une rupture narcissique? Alors le truc c'est que en fait comme vous avez dit tout à l'heure, autant dans le deuil quand quelqu'un décède, on a un espèce de protocole social qui est très établi et du coup on est accompagné et tout le monde a bien compris ce qu'il fallait faire quand on avait la perte d'un proche, et finalement ce protocole social n'existe pas dans le cadre de la rupture. Du coup même nos amis les plus proches vont avoir des espèces de conseils à l'emporte-pièce du genre une de perdu, 10 de retrouver, change-toi les idées, ça va aller mieux, sors, tu verras, etc. C'était pas quelqu'un de bien pour toi. Où elle était. Maintenant, je peux te le dire. Voilà, maintenant, je peux te le dire. Je pensais ça. Ah, ça, c'est horrible. Et du coup, c'est ce protocole, finalement, qu'il appartient à chacun de trouver. Alors, avec les prédispositions qu'on peut avoir en fonction du mois que vous avez décrit, etc. Mais en fonction de comment on est, comment on arrive à trouver les clés soi-même. Moi, je donne souvent cet exemple qui est celui de mon fils de 7 ans qui est au CP. Mon fils, tous les matins, je lui dis pas lève-toi pour aller à l'école parce que t'as ton bac à la fin. Je lui dis voilà, cette année il faut que tu apprennes à lire, et l'année prochaine je lui dirai qu'il faut qu'il apprenne à compter, et en 6e qu'il faut qu'il apprenne l'anglais, etc., etc. Et du coup, là où l'entourage souvent est un peu démuni parce qu'on n'a pas ce protocole social, on essaye de dire regarde là, t'as une grosse montagne, débrouille-toi, il faut la gravir, et d'arriver à tronçonner les étapes de souffrance en micro-concepts qu'on va expliciter pour 1, les comprendre, 2, arriver à en rire, et 3, les digérer. C'est la clé est là. Mais on est effectivement peu armé socialement en tant que groupe contre ça. Est-ce qu'il faut aussi partager les responsabilités d'un échec ? Apprendre à partager, c'est-à-dire que quand on est quitté, quand on a un chagrin d'amour, quand on s'est fait larguer, comme vous l'écrivez, Basile Bernard, il y a aussi cette idée de la victimisation, c'est-à-dire oh là là, qu'est-ce qui m'arrive à un moment donné, quelle souffrance, ça vient de me tomber sur le coin de la figure. Comme vous le disiez, Frédéric Hédon, parfois on voit pas les choses venir non plus, donc et parfois on les voit venir, mais on veut pas les voir. Est-ce qu'il faut aussi savoir à un moment donné prendre un peu de distance, de hauteur, et partager la responsabilité d'une séparation ? Alors tout à fait, ouais, bien sûr. En fait, ce qui est normal, c'est de traverser une première phase où effectivement on se remet pas forcément en question et où on projette tout sur l'autre. Qu'est-ce qui m'a fait ? Bon, on est en choc, on est malheureux, on n'est pas bien, tout va mal, on sait plus où on en est. Donc dans cette phase-là, on projette toute la responsabilité de ce qui nous arrive sur l'autre. Et ça, c'est normal. À moins d'avoir quelquefois en soi un espèce de truc où chaque fois on se sent responsable. Ça arrive aussi. Oui, aussi. Chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, genre il y a un pot de fleurs qui m'est tombé sur la tête dans la rue, c'est de ma faute. On se dit pas la personne l'avait mal attaché, on se dit j'ai pas de chance dans la vie. Ouais. Il y a aussi des gens qui sont comme ça. C'est vrai. Ça me fait rire, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, en général, on projette, on met tout sur le dos de l'autre. Mais par la suite, et surtout si on voit qu'on n'arrive pas à s'en remettre, et surtout si on veut, dans la suite de ces histoires et dans la suite de sa vie, il faut essayer de réfléchir à la façon, je dis pas de se dire je suis coupable, c'est de ma faute, mais dire qu'est-ce que j'attends de la vie, de l'amour, de la relation, et qu'est-ce qui dans cette relation précédente, qui me semblait aller bien, qu'est-ce qui peut-être venait de moi. Qu'est-ce que j'ai peut-être pas entendu de l'autre, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, etc. C'est pas se culpabiliser. Basile, vous avez pris de la distance aussi, vous l'écrivez dans votre ouvrage, sur vos propres comportements. Oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on le lit, vous le dites à un moment donné, peut-être que je me suis un peu laissé aller, je bossais à la maison, je faisais moins... Oui, bien sûr. Mais alors, à mon avis, ça c'est d'une certaine manière dans un deuxième temps, c'est-à-dire faire l'espèce de bilan de la rupture, c'est un truc qui vient dans un deuxième temps, parce que finalement, au début, on se responsabilise sur des trucs où il n'y a pas lieu de le faire. Souvent on se dit tel jour si j'avais pas fait tel truc tout aurait changé, etc. Et donc c'est cette espèce de dramatisation où on a l'impression que tout est irréversible à n'importe quel moment. La réalité c'est que quand il y a une rupture, la plupart du temps on rompt pas comme ça en un tour de main. Donc en réalité la rupture c'est une sorte d'anecdote et c'est la surface d'un iceberg où en fait il y a quelque chose qui est en construction depuis beaucoup plus longtemps. Oui. Et du coup cette espèce d'effet où on se dit finalement il y a 2 semaines quand elle a dit tel truc
que j'aurais dû répondre tel truc au lieu de tel autre. Ça, c'est hyper dangereux parce que on imagine que tout peut arriver du jour au lendemain, alors que dans la plupart des cas, les gens qui se font larguer, en réalité, ils sont en instance de se faire larguer depuis très longtemps. Le fait de se faire larguer, la plupart du temps, c'est pour des raisons complètement idiotes et c'est des sortes de prétextes. Et du coup, la question de la responsabilité, à mon avis, doit venir après l'idée d'accepter que la rupture, elle était très présente depuis assez longtemps. Voilà, et puis peut-être aussi, on va y revenir avec vous dans un instant, l'idée d'être en paix avec ce que l'on a vécu aussi, ne pas nier ce que l'on a vécu en se disant il faut tout oublier. Nathalie nous écrit: je n'ai plus foi en l'amour, je ne crois plus au bonheur, la tristesse hante toutes mes nuits, pourtant la vie continue, je cherche une solution pour oublier. Alors est-ce qu'il faut vraiment oublier ce qu'on a vécu? On va en parler dans un instant. L'amnésie est-elle la solution au chagrin d'amour? C'est tout de suite sur RTL, avec vous bien sûr. Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Nous parlons aujourd'hui du chagrin d'amour. Frédéric Hédon, Basile Bernard. Je vous ai lu il y a un instant un message de Nathalie qui nous explique qu'elle cherche une solution pour oublier. Alors, il y a l'oubli de son chagrin, mais on peut pas oublier un chagrin d'amour. Je pense qu'il faut le laisser passer, peut-être accepter aussi de le vivre, Frédéric Hédon, se laisser traverser par les émotions. Mais il y a aussi le fait d'oublier ce qu'on a vécu. Est-ce qu'il faut, pour remonter la pente, nier ce qui nous a aussi fait vivre pendant des mois ou des années? Frédéric Hédon. Moi je dis non. Basile. Bah oui, c'est ça. Est-ce qu'à un moment Alors, donné... je vote pareil. Voilà, donc on est deux à voter non. Bon, alors je vote aussi, je suis d'accord. Non, Mais quand même, non, mais c'est important, ça, parce que c'est une démarche. Quand on est quitté, quand on a un chagrin, on voit tout noir pendant un certain temps, on déteste l'autre, on peut avoir aussi des pulsions, vous le disiez il y a un instant, Frédéric Hédon en antenne, en disant on peut à un moment donné avoir envie de le tuer, de l'étrangler, il faut écrire dans ces cas-là, il faut expulser les choses, aller faire de la boxe, mais bien sûr ne jamais passer à l'acte. Néanmoins, on peut avoir l'envie, donc on noircit tout. Est-ce qu'il ne faut pas apprendre aussi, quelque part, à nuancer les choses et à accepter d'avoir vécu quelque chose au final de beau et d'en être riche? L'amour, c'est en soi quelque chose qui est un sentiment un peu à risque, parce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est jamais sûr de l'autre, que les sentiments de l'autre vont durer. On se met un petit peu en danger quand on se met à aimer. Mais enfin, c'est aussi ce qui anime en grande partie notre existence, parce que sinon on serait des robots. Donc, bien sûr que par moments, ça crée des chagrins, bien sûr que ça peut occasionner des peines, mais c'est aussi ce qui nous fait vibrer intensément. Et si on a vécu une belle histoire avec quelqu'un et qu'on a vibré intensément grâce à cette histoire et à ce quelqu'un, il faut surtout pas tout jeter. Moi, j'empêche mes patients ou patientes, par exemple, de jeter toutes les photos, tous les souvenirs, les objets achetés ensemble, je sais pas quoi. Je leur dis, si vous pouvez plus supporter de les voir pendant une certaine période, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une espèce de coupure. Il faut parce que les objets nous rappellent notre histoire, on est attaché, etc. Mettez-les chez vos parents, chez des copains, enfermez-les dans une cave, je sais pas quoi. Mais un jour, vous verrez, vous serez heureux de les regarder, et vous vous direz, ah, mais c'est vrai, on avait vécu ça. Et l'émotion imminente du début aura baissé. Et en fait, heureusement qu'on se rappelle des bons moments de notre vie. Oui, mais on est d'accord que quand on est en pleine peine, c'est difficile. Mais est-ce que la guérison passe par l'acceptation aussi d'avoir vécu ça, Basile Bernard? L'acceptation, la réponse est dans la question, j'ai envie de dire. Oui. J'entends, je vous remercie. Mais en même temps, on peut lutter contre ça. Non, mais c'est vrai, on peut être tenté de dire, moi, ça m'a pris 6 ans de ma vie, c'est 6 ans de perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pas facile. Mais alors, moi j'ai un exemple qui va parler à tout le monde. C'est si vous rencontrez c'est le coup de la lunette des toilettes, là, je suis pas persuadée. Là, pas ça. Allons-y. C'était la porte. Non, là c'est votre ex du lycée, on va dire, que vous recroisez. Ouais. Et puis parce que vous l'avez retrouvé sur Facebook ou je sais pas quoi, vous prenez un café et puis ça arrive à plein de gens de se dire mais qu'est-ce que j'ai pu faire avec elle, on a tellement changé, etc. C'est étonnant d'imaginer qu'on a pu avoir une relation ensemble. Et puis parce que c'est une relation qui s'est terminée comme ça, pas forcément par un chagrin d'amour, etc. Vous avez aucune difficulté à vous dire que cette personne qui est devenue aujourd'hui une personne différente, que voilà, vous avez vécu quelque chose à l'époque et qu'aujourd'hui, sans faire de révisionnisme affectif, vous acceptez complètement l'idée que ce soit une autre personne. Et c'est finalement cette démarche-là qui est plus difficile à faire avec la personne dont on vient de se séparer, mais finalement c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va prendre une direction différente, c'est quelqu'un qui est finalement déjà une autre personne et à ce titre, c'est déculpabilisant et décomplexant dans le sens
sens où vous pouvez vous dire que vous avez vécu une belle relation avec quelqu'un qui finalement conceptuellement n'existe plus et que aujourd'hui vous avez même pas besoin de détester cette nouvelle personne si c'est votre inclinaison parce que en fait c'est quelqu'un d'autre. Voilà, et se laisser traverser aussi peut-être par les sentiments. On n'a pas besoin de détester l'autre, mais alors là je vais ajouter quelque chose. Il peut arriver que le chagrin et la peine qu'on ressent, et le fait de s'être fait larguer, etc., provoque des réactions d'une extrême intensité, où non seulement on déteste l'autre, mais on le hait de toutes ses forces, etc. Et alors moi je défends le fait qu'il ne faut pas se priver de ressentir ces émotions-là. Peut-être que les épisodes de colère, de toute façon, on ne peut pas passer outre. Hein. Non, mais quand je disais se laisser traverser par les émotions, il faut l'accepter. Il y a beaucoup de gens, c'est peut-être pas le cas de Basile, tu vois, c'est peut-être pas ton cas, mais il y a beaucoup de gens qui se sentent déstabilisés et qui se sentent moches ou qui se sentent nuls quand ils ont des espèces d'élan de colère épouvantable. Il faut pas s'en vouloir. Mais c'est pour ça que je parle de deux personnes différentes. Ils ont une mauvaise idée d'eux-mêmes. Et dans ces cas-là, non, ça fait partie des réactions normales. Il faut qu'ils acceptent d'être comme ça, là, tout noir, tout vilain, parce que ça va passer et eux passeront à autre chose. C'est ça que je voulais dire. Voilà, mais donc on est d'accord. Donc on peut accepter d'avoir des visions super négatives. Il faut accepter d'avoir de la peine, d'avoir des émotions qui sont extrêmement négatives, en se disant que ça va passer avec le temps. Je voudrais qu'on revienne sur cette notion de temps maintenant. Vous avez mis combien de temps à vous remettre de votre rupture, vous, Basile Bernard? J'ai mis, je saurais pas dire, mais en tout cas, au bout de 4 mois, j'ai commencé à me dire que je passais à autre chose et puis qu'il fallait que ça progresse. Oui. Après, les épisodes de souffrance, de toute façon, ils existent. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, par exemple, l'autre jour, je voulais regarder E.T. avec mes enfants et puis j'ai découvert qu'ils l'avaient déjà vu. Ça a été un épisode de souffrance pour moi parce que je me disais, bon bah voilà, le fait de pas avoir ses enfants tout le temps fait qu'on découvre ce genre de choses. Donc, à proprement parler, la souffrance, c'est pas qu'elle disparaît jamais, mais bon, elle a des impacts. En tout cas. Frédéric Hédon, le temps. On nous dit toujours, t'inquiète pas, ça va passer avec le temps. Il n'empêche que c'est vrai que ça aide. Le temps, là, peut-être, je peux rebondir là-dessus. 4 mois, j'allais dire, c'est dans la moyenne basse. C'est dans la moyenne basse. Sinon, le temps moyen, c'est plutôt 6 mois. Et ça peut prendre 1 an de s'en remettre et de recommencer à avoir confiance, de recommencer à avoir envie de s'investir avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres, ça prendra qu'1 mois. Alors voilà, le temps, il est toujours en action pour nous, heureusement. Mais par contre, effectivement, on peut pas dire il faut tant de temps. Par contre, dire je recommençais à penser à autre chose et à me dire je regarde ce qui se passe autour de moi, ce qui est pas forcément je regarde quelqu'un d'autre pour avoir une nouvelle histoire. C'est juste je sors de mon espèce d'enfermement sur moi-même. C'est ce que j'entendais par là, oui. Voilà. Et donc voilà. 4 mois, pour ceux qui disent, moi, ça me prend vraiment beaucoup de temps, j'arrive pas à m'en remettre et tout, je vais dire 4 mois, on est dans la moyenne basse. Et c'est plutôt 6 mois à 1 an pour pas mal de gens. Alors, on se retrouve, si vous le voulez bien, dans un instant. Je vais vous lire un message de Gilbert. Alors, Gilbert, lui, rien ne va plus. Et puis, on va se demander comment restaurer l'estime de soi et la confiance aussi en l'autre. C'est pas parce qu'on a souffert et qu'on s'est pris un mur que c'est ce qui va nous arriver forcément la fois d'après. À tout de suite, en direct sur RTL. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Gilbert nous a laissé un message sur le blog. J'ai rencontré il y a 1 an et demi une femme dont je suis tombée amoureux, mais les sentiments n'étaient pas complètement partagés. Elle a mis fin à notre relation en février dernier. Nous sommes restés en bons termes jusqu'à ce qu'elle m'annonce qu'elle avait rencontré quelqu'un et surtout qu'elle était en train de tomber amoureuse. J'ai cru devenir fou. Depuis, je ne vis plus, je n'ai plus goût à rien, je n'arrive pas à la chasser de mes pensées. C'est intéressant ce que nous écrit Gilbert. Il a accepté quelque part une rupture avec à la base une inégalité quand même dans les sentiments, Frédéric Hédon. Mais le jour où cette personne n'était plus disponible dans son esprit pour peut-être recréer quelque chose, le jour où elle a clairement marqué le fait qu'elle se détournait et qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, là pour Gilbert c'est le monde qui s'écroule. Là, elle a carrément dit que c'était son elle espoir. Qui était pas capable d'aimer quelqu'un, c'est ça. Enfin de l'aimer lui, parce qu'elle-même elle avait du mal à aimer. Elle a clairement, dans ce qu'elle lui a expliqué et ce qui s'est passé, elle a clairement dit en gros, c'est ce qu'il a entendu. Ça veut pas dire qu'elle a cherché à dire ça, mais ce qu'il entend, et c'est pour ça que ça le déstabilise à ce point-là, c'est toi, je peux pas t'aimer, mais c'est pas que je peux pas aimer, c'est que c'est toi que je peux pas aimer, et puis j'en rencontre un autre, et celui-là,
je suis amoureuse de lui. Donc c'est une comparaison entre deux êtres qui le fait souffrir lui parce qu'il n'est pas à la hauteur. Parce qu'on doit apprendre à vivre sans l'autre, mais on doit apprendre aussi l'idée que l'autre va vivre sans nous pour régler un chagrin d'amour. Et puis surtout, comprendre que c'est pas contre soi. C'est-à-dire que cette femme, elle n'est pas tombée amoureuse d'un autre contre Gilbert. Contre Gilbert. Donc ça, le fait de souffrir de quelque chose qui n'est pas dirigé contre soi, outre le fait qu'il n'y a pas vraiment de solution, puisque ça arrive tous les jours, hein, et ben j'aurais tendance à dire que la vraie question, elle est là. Oui. Pourquoi vous souffrez de quelque chose qui n'est pas dirigé contre vous? Comment restaure-t-on l'estime de soi qui est piétinée parfois aussi après une séparation? Frédéric Hédon. Restaurer l'estime de soi, ça se fait en grande partie tout seul, heureusement pour nous. Parce qu'en fait, je vais essayer de le dire rapidement, mais l'estime de soi, enfin, ou disons, on va dire ce qui est tourné vers nous-mêmes, qui est notre estime de soi ou notre amour-propre, on l'appelle comme on veut, se détourne de ce centre principal qui est soi-même quand on tombe amoureux de quelqu'un et s'ouvre et se dirige vers l'autre personne. Oui. C'est ce qui fait si mal quand ça s'arrête. C'est que justement, on avait quelque chose de nous qui s'était dirigé vers l'extérieur et vers l'autre, et l'autre claque la porte. Et donc nous, on n'a pas encore replié cette estime ou cet amour vers soi-même, et donc on est comme ça encore dirigé vers une impasse, vers quelque chose qui est vide. Donc ça fait mal. Mais spontanément, parce qu'on a des mécanismes de protection, des mécanismes psychiques de protection, spontanément, ça va se retourner vers nous-mêmes, et donc il y a une partie qui va se créer d'elle-même. On va se remettre vers soi-même, et ça c'est... je vais le dire comme ça s'appelle le narcissisme primaire, alors que l'autre, il est secondaire, il est vers autrui, et l'autre, il est vers nous. Donc, il y a une partie de notre estime de nous-mêmes qui va se reconstruire toute seule. Maintenant, on peut aussi l'aider un peu en faisant des choses qui sont revalorisantes pour nous. Et un exemple basique, c'est quand même les couples où tout allait parfaitement bien, c'est quand même assez rare. Donc il peut arriver dans un couple qu'il y ait quelque chose qu'on ait été obligé de mettre de côté, qui était quelque chose que nous on aimait ou qu'on faisait bien, et on pouvait pas le faire avec l'autre parce que c'était pas son truc, pour le dire simplement. Et on peut reconstruire son image de soi et son estime de soi en se redonnant le temps et la possibilité de faire ces choses-là qu'on aime et dont on sait qu'on les fait bien. Eh ben exactement. Alors ça, c'est une période qui est extrêmement agréable quand on recentre sur soi. Rapidement, il nous reste 2 minutes à passer ensemble. Basile Bernard, est-ce que vous pensez qu'on soigne un chagrin d'amour en rencontrant forcément quelqu'un d'autre? Non. On est d'accord. On peut pas aimer quelqu'un en s'aimant pas soi-même déjà. Oui. Et du coup, cette étape de, oui, c'est ça. Et puis il y a quelque chose finalement qui est une espèce de ça a l'air con comme ça, mais en réalité c'est plus intelligent que ça n'en a l'air. Oui. C'est-à-dire que c'est cette espèce de dicton qui dit de toute façon à la fin tout ira bien, et si ça va pas encore bien, c'est que c'est pas la fin. Exactement, ça c'est bien. Mais on va pas terminer là-dessus quand même. On va terminer sur une autre chose. On reçoit énormément de messages de personnes qui nous expliquent: moi je suis dans un état de souffrance, j'ai été larguée, j'ai mal, et pourtant j'ai perdu confiance en l'autre, je n'ai plus confiance, donc j'ai pas forcément envie de me réengager. Alors qu'est-ce qu'on peut leur dire en 30 secondes? Frédéric Hédon, c'est maintenant. On peut dire quelque chose qui est vraiment un message fondamental, c'est il faut pas se priver d'aimer parce que ça fait vibrer, que ça nous fait vivre, que ça nous fait du bien. Mais en même temps, on sait que c'est une petite prise de risque. Mais si on vit sans jamais prendre de risque, à ce moment-là, on reste tout seul enfermé dans sa chambre, à faire des jeux vidéo. Encore que dans les jeux vidéo, on peut prendre des risques des fois. Oui. Mais enfin, on est un peu tout seul dans son coin. Aimer, c'est aller vers l'autre, c'est s'ouvrir, et quand on s'ouvre, on peut parfois un peu souffrir, mais la souffrance, elle nous fait quand même progresser vers nous-mêmes. On est d'accord. Et Jonas, merci pour votre message, un message positif. Il y a plein de défaites amoureuses aujourd'hui, il est heureux, les mois d'angoisse, c'est terminé, il reprend goût aux choses grâce à celle qui partage désormais sa vie. Il ne faut jamais perdre espoir. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Vous écoutez RTL. RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Basile Bernard, un dernier message à ceux qui nous écoutent. La seule personne avec qui vous avez la certitude de finir votre vie, c'est vous-même. Et du coup, commencez par vous et vous verrez que ça attirera amis et conquêtes sans problème. Très bien. Je vous remercie, Basile Bernard, d'être venu dans cette émission. Merci à vous. Et puis pour votre ouvrage que vous avez en fait écrit à l'origine pour 2 copines qui venaient de se faire larguer. Je me suis fait larguer chez Erol. C'est plein d'humour et c'est intéressant en plus. Merci beaucoup d'être venu. Frédéric Hédon, c'est un plaisir à chaque fois de vous retrouver. Votre ouvrage Rebondir après
chagrin d'amour, c'est chez Larousse Poche et ça peut vraiment servir à nos auditeurs, voilà, qui en ont besoin. Merci à vous. Merci de m'avoir invité, Flavie. À bientôt. Et puis un petit message à Olivier, un petit clin d'œil qui sur le site RTL m'écrit: mon chagrin interviendra à la fin de votre émission, Flavie, une émission que j'ai découverte, votre programme. J'ai découvert votre programme pendant mes 15 jours de vacances. Bravo. Et puis pour le reste, je ne le lis pas, mais ça m'a fait rougir. Merci Olivier pour votre message. On se retrouve nous lundi sur RTL. Je recevrai le cardiologue Pierre Sedbon, auteur du livre Ma médecine anti-stress. Vous l'avez compris, nous parlerons de combattre ce stress qui parfois nous dévore. C'est un adversaire invisible, mais on peut le mettre KO. Et oui, c'est possible, vous l'apprendrez en nous écoutant lundi 15h. Tout de suite, voici Philippe Bouvard et les grosses têtes qui reçoivent Caroline Loeb pour son spectacle sur Georges Sand. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité. À lundi. Vous écoutez RTL.